particulière ce soir. Nous accueillons la presse, c'est un peu les seuls autorisés dans ces conditions-là. Et Monsieur De Trogroff qui va nous filmer tout au long de cette séance. Bonsoir Patrice. Tu as une place devant. Ben voilà, c'est comme ça, il en faut. Et toutes nos excuses par rapport à ces conditions particulières. Hein, vous avez vu nos difficultés à pouvoir organiser dans ces conditions. J'espère faire en sorte que la prochaine fois, ça ne se reproduise pas de cette façon-là. Et puis encore, voilà, désolé par rapport à la facilité de pouvoir être à l'aise, mais c'était les conditions voilà, que l'on s'était imposées pour pouvoir transférer nos décisions dans la plus grande des transparences au regard du contexte sanitaire. Ce soir, on aura une pensée particulière aussi, je pense à lui, à Jean-Pierre, qui a des problèmes de santé. Et peut-être là où il est-ce qu'il nous entend? En tous les cas, bien à toi, Jean-Pierre. On ne te voit pas, mais on t'entend. On peut t'entendre. Oui, un bon rétablissement, oui, tu as raison Thierry. Et du coup, Thierry a son pouvoir ce soir. Hein, donc, tu as intérêt à faire attention parce que tu es sous sa surveillance de loin. Donc ce soir, nous allons commencer effectivement par notre secrétaire de séance. Jean-Claude Provost, tu veux bien ? J'ai un peu l'impression que c'est ma fête ce soir. Est-ce que tu veux qu'on échange ? Et ça de plus ou de moins, ma foi. Bonsoir, non, pas de problème. Non, pas de problème ? Tu en es bien aimable. Merci Jean-Claude. Et pour le coup, donc Jean-Claude, et puis quelques messages pour les actualités. Donc je pense qu'en plus Aude a bien fait les choses. Et normalement, j'ai ça sous les yeux. On évitera. Tu voulais dire autre chose ? Non, voilà. Non, mais parce que sinon, on allait passer à l'aide à l'acquisition des vélos électriques. Donc, on est rendu à 73 aujourd'hui depuis le lancement, à savoir juillet 2020. Donc, il y en a eu 63 sur le deuxième semestre 2020 et 10 déjà depuis le début de l'année. Je vais vous dire un petit peu ce qui a été accordé sur les différentes communes, parce qu'en fait, les 7 communes sont concernées, c'est ça qui est bien. Donc à Bareil, il y a eu 16 dossiers, Lagrigonnet 5, Nozay 26, Puceul 2, Safré 17, Tréfieux 4 et Vay 3. Donc ça, c'est intéressant, puisque l'ensemble du territoire est couvert. Et au niveau des inscriptions au service Vélila, eh bien, on a déjà 7 inscriptions, ce qui est bien, puisqu'on a commencé le 25 janvier, même si on avait fait un peu de publicité auparavant. Donc, et là, 4-5 communes sont concernées à l'heure actuelle. Il y a Lagrigonnet avec une location, Nozay 3, Puceul 1, Safré 1 et Vay 1. Voilà, donc ça démarre a priori très correctement. Donc, si on aurait peut-être pu compléter le fait que nous ayons effectivement le président du département lors de cette inauguration, Philippe Grosvalet, et qui nous a donné effectivement quelques indications, et le fait aussi que ces vélos soient fabriqués en Loire-Atlantique. Hein, un match cool. Donc, la boucle est bouquée et c'est très bien. Voilà pour ces informations. Et puis, de la même manière aussi, tu aurais pu garder la parole si tu le voulais, ou le micro, Rémi, pour transmettre à l'ensemble des membres du conseil communautaire des remerciements d'un certain nombre de professionnels du territoire et des prestataires de la communauté de communes quant au soutien en ce qui concerne les indemnisations, vous savez, pour les intervenants au niveau du secteur culturel, sur les décisions que nous avions prises, et des prestataires au niveau de la petite enfance, au niveau des seniors dans le cadre des animations, au niveau de la salle boulevard Hillero, et puis aussi en ce qui concerne l'annulation du forfait de la redevance incitative. Et j'ai même été moi-même témoin, enfin en tous les cas, de ce retour. Donc c'est plutôt agréable aussi à entendre les efforts qui sont consentis par la collectivité et qui sont reconnus par certains professionnels. Donc c'était important aussi de vous les transmettre, ces remerciements.
Voilà pour les actualités. Donc, on va passer à l'ordre du jour du Conseil de ce soir, avec en premier point la validation du compte-rendu du précédent Conseil communautaire. Est-ce que vous avez eu donc la transmission de ce compte-rendu? Est-ce que quelqu'un a des remarques, des observations? Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Le premier point, l'avenant à l'expérimentation de médiation préalable obligatoire. Je pense que vous êtes un certain nombre, voire même à la majorité, à la totalité des membres présents, vous avez dû valider ça dans vos conseils municipaux. En ce qui concerne un avenant avec le centre de gestion pour l'expérimentation de médiation préalable obligatoire. Et cet avenant est proposé dans le cadre d'une prolongation de cette expérimentation jusqu'au 31 décembre 2021. Effectivement, possibilité nous était donnée, en cas de problématique particulière avec nos agents, la possibilité d'aller solliciter cette commission, en tous les cas une personne qui est dédiée à cette médiation préalable obligatoire, par le biais du centre de gestion. Donc, il vous est proposé ce soir, par le biais de cet avenant, de prolonger l'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2021. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette prolongation? Ça me serait un peu difficilement incompréhensible si toutefois on y revenait alors qu'on avait validé la première convention, bien évidemment. Est-ce que quelqu'un est contre sur cet avenant de prolongation? Quelqu'un s'abstient? Merci. Pour le second point, là aussi, sans doute que les uns et les autres, on a dû valider ou ça ne saurait tarder, la modification des statuts du SIDELA, qui permet du coup au SIDELA d'intégrer la communauté d'agglomération Cap-Atlantique, qui a pris la décision d'adhérer au SIDELA, à compter du 1er janvier 2020, avec le transfert de la compétence réseau et services locaux de communication électronique. Et puis, de la même manière, puisque en délibération du 28 mars 2019, la communauté d'agglomération de Pornic-Aglo Pays de Ré, ainsi que l'ensemble de ses communes membres, ont accepté l'adhésion de la commune de Villeneuve-en-Ré à l'intercommunalité. Donc, il s'agit d'aller modifier les statuts en conséquence du SIDELA pour à la fois intégrer Cap-Atlantique en tant que nouvel adhérent, et puis le transfert de la commune de Villeneuve-en-Ré. Est-ce que vous avez des questions sur ces modifications de statut du SIDELA? Non? Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant. Alors là, c'est déjà un point que nous avions eu l'occasion d'aborder. Par rapport au retrait de la délibération concernant la vente des parcelles, donc vous avez les numéros qui s'affichent. En fait, c'est ce que l'on nomme communément le terrain qui était attenant à l'ancien institut de sophrologie. Pourquoi est-ce que ça revient? Vous allez me dire, puisque lorsque je me suis présentée auprès de l'agence immobilière qui avait négocié la vente, j'ai eu la désagréable surprise que, en fait, le nom qui avait été envisagé n'était plus celui qui correspondait à l'acquéreur que nous avions précisément nommé lors de la délibération. Donc, il n'était pas question pour moi d'aller signer effectivement cet acte sans même que l'acte corresponde précisément à la délibération, puisque du coup, nous n'aurions pas été en conformité. Donc, c'est pour ça que ce soir, nous l'avons repassé et remis à l'ordre du jour pour redélibérer à nouveau, de manière à ce que ça corresponde. Et les acquéreurs sont Monsieur Nieto, de retirer Monsieur Nieto et Madame Gerzil en ce qu'ils étaient les futurs acquéreurs, et d'approuver le principe de vente des parcelles, donc situées et cadastrées à Nozay, BP 610, 612 et 617, à Monsieur Duhoux et Madame Nativelle. En cela qu'on ne change pas le prix de vente de ces parcelles qui avait été fixé à 40 000 € net pour la communauté de communes. Des questions? Non? Pas d'observation non plus. Je soumets au vote. Des abstentions?
Des personnes contre? Très bien, merci à vous. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais quand vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas à vous lever la main. Comment? Oui, tout à fait. Et vous avez Aude qui vous surveille dans votre dos. Et dès lors que vous lèverez la main, elle vous apportera le micro. Comme ça vous évitera de vous le passer entre vous. Le point 4, le service de location de vélos à assistance électrique pour un assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Ça, c'est Rémi qui veut bien être le rapporteur de ce point-là. Oui, alors déjà pour rappeler l'objectif du service, donc c'est bien de faire découvrir les VAE et l'utilisation au quotidien du vélo, afin d'engager une dynamique en faveur du vélo dans les territoires sur lesquels la part modale cyclable constatée est faible. Donc en fait, les services fiscaux ont considéré qu'une activité classique de location en fait rentrait dans le champ concurrentiel, donc devait être assujettie à la TVA. Or, en fait, on a un système de location qui n'a rien à voir avec l'habitude, puisque c'est une location longue durée. Et en plus, sur notre territoire, il n'y a pas de location de vélo. Donc, malgré tout, pour pouvoir poursuivre l'activité qu'on a mise en place aujourd'hui, il faut que temporairement, on accepte l'assujettissement à la TVA, mais en dénonçant au prix des services fiscaux, en fait, cet assujettissement de façon à ce qu'on n'ait plus la TVA à payer. Parce qu'en fait, vous voyez, on avait des tarifs qui étaient prévus donc en TTC dans notre budget, 35 € en tarif plein, et on a un tarif social qui est mis en place également, qui n'existe pas dans les sociétés privées. C'est pourquoi notre position est celle-ci. Là, je n'ai pas le même document. Donc, non, mais j'ai le tarif, mais en fait, au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver l'assujettissement, au moins provisoirement, du service de location de vélos à assistance électrique, d'approuver les tarifs, donc les 35 €, 84, 150, 250 et la moitié pour le tarif social, et d'autoriser Madame la Présidente à mettre fin à l'assujettissement de ce service à la TVA en cas de réponse favorable des services de l'État. Les tarifs TTC seraient alors maintenus à l'identique en tarif net de taxes pour les usagers. D'autoriser Madame la Présidente à signer tout document se rapportant à cette décision. En fait, en espérant que les services fiscaux acceptent notre demande. Vas-y, Richard. S'ils n'acceptent pas, on sera assujetti à la TVA et il faudra qu'on voit après comment on fait. Alors, le problème, c'est que ce sont des tarifs qui sont établis avec le département. Alors, je ne sais pas si on pourra les changer à ce moment-là, si c'était le sens de ta question. Donc, il faudra qu'on se pose la question effectivement à ce moment-là. 20%. Ah ben oui, tout à fait. Est-ce que le département soutient notre demande? Complètement, ça on vient de le savoir, donc il faudra qu'on se rapproche d'eux également. Ah oui, pour l'instant, tu ne sais pas si... Ah non. Ah ben on est 4 comme ça. Tout à fait. Blin, Pornicaglo, et puis il doit manquer Sarnay peut-être. Oui. Enfin, Esther-Essuillon. Et comment il se peut aussi, parce que quelquefois on sait bien que dans certains services fiscaux, dans certaines régions vont demander l'assujettissement et dans d'autres ils ne demandent pas forcément. Donc, quelquefois il y a un peu de cacophonie là-dedans. Donc ce sera à vérifier. Donc c'est pour ça que provisoirement on proposait ce soir... En fait, provisoirement, il faut qu'on se mette tel qu'ils nous l'ont demandé et qu'on puisse continuer à assumer le service. Et puis dès lors qu'on aura une réponse, on ne manquera pas de revenir vers le Conseil pour apporter les éléments de réponse. Y a-t-il d'autres questions? Donc on va passer au vote. Y en a-t-il qui s'abstiennent? Qui sont contre? Merci. Le point suivant, le développement économique et la position du Conseil communautaire sur le projet d'installation d'une usine de méthanisation. Je vais laisser la parole à Jean-Claude. Merci.
Donc c'est un dossier qui a été travaillé à la fois par le conseil communautaire précédent et celui-ci, hein, qui court depuis 18 mois. Alors pardonnez-moi, je risque d'être un petit peu long, mais compte tenu de l'importance du dossier, il nous paraît important de revoir l'ensemble du dossier avec tous les éléments avant de prendre une décision. Donc je vous propose ce soir de faire un bref rappel de l'historique du projet, de rappeler quels étaient les engagements des porteurs du projet et de la communauté de communes lors de la première délibération en janvier 2020, donc par l'ancien conseil communautaire, les demandes complémentaires de la communauté de communes qui avaient été inscrites dans la délibération de l'époque, en janvier, l'évolution des engagements à la fois du porteur et des exigences de la collectivité, les points d'achoppement, parce qu'il y en a et on les évoquera, la fiscalité, et puis ensuite, eh bien, ce sera au conseil communautaire de prendre position sur ce dossier. Alors, un bref historique du projet. Donc, je vous rappelle que dans l'été 2019, les élus de la communauté de communes ont été sollicités donc, par la coopérative agricole d'Herbauges, qui est située à Corcouët-sur-Logne, pour l'acquisition d'un terrain donc, sur la ZAC de Lauzeret, dans le cadre de la réalisation d'un projet de production de biogaz. La coopérative s'est associée dans ce projet à la société Nature Énergie, qui est une société danoise qui est leader sur le marché européen dans le domaine. Et je pense qu'il est bon de rappeler que la méthanisation au Danemark et en France n'a strictement rien à voir. Nos amis danois ayant au bas mot 3 décennies d'avance sur nous. Comme l'agriculture d'ailleurs. Peut-être, oui, dans certains domaines. Mais enfin, dans la méthanisation, ça ne fait aucun doute. Donc cette coopérative et cette société danoise se proposaient de construire et d'exploiter un méthaniseur qui permet la production de biogaz à base majoritairement d'effluents d'élevage et également de cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc le parc de Lauzeret avait été identifié par les porteurs de projet. Pourquoi ? Parce qu'il est à la fois situé au bord de plusieurs axes routiers structurants, également au centre d'un gisement d'effluents. Il y a un nombre d'exploitations et d'élevages importantes là, dans le secteur, et notamment avec un rayon moyen de collecte de 20 km, ce qui suppose effectivement que quelquefois, on va au-delà de 20 km et quelquefois en deçà. Et puis la proximité d'un réseau de gaz qui passe sur notre zone d'activité de Lauzeret. Donc vous voyez sur l'écran, du moins je l'espère, cette parcelle de 6 hectares qui était demandée, puisque dans un premier temps, la demande d'emprise foncière était de 6 hectares. Et on vous indique à l'écran que le réseau gaz se trouve à 700 mètres de cette parcelle. Alors bien évidemment, il y a eu plusieurs rencontres qui ont été organisées de septembre 2019 à janvier 2020, entre la communauté de communes, les porteurs de projets, les agriculteurs bien évidemment qui sont les premiers concernés, les partenaires institutionnels, les structures d'appui à la filière, grand public. Donc il y a eu un certain nombre d'échanges et même un nombre d'échanges certains. Et puis nous sommes allés visiter au Danemark en novembre 2019. Nous étions une dizaine d'élus et de techniciens. On a visité donc une usine de méthanisation qui était nouvelle, là, mais Nature Énergie en exploite plusieurs unités, comme je vous le disais, depuis fort longtemps. Alors évidemment, compte tenu de l'impact de ce projet, on évoquait, c'était de l'ordre de 650 000 tonnes à l'année d'intrants, et son impact potentiel sur le territoire. Les élus souhaitaient que la décision de principe de la cession de ce terrain, qui, je le rappelle, appartient à notre concessionnaire, Loire-Atlantique Développement, c'est là, dans le cadre donc de concession que nous avons signé sur la ZAC, soit assortie d'un ensemble de principes et d'engagements de la part du porteur de projet. Donc il y a eu un vote lors du dernier conseil communautaire, lors du dernier mandat, le 29 janvier 2020, où le conseil communautaire s'est prononcé favorablement sur le principe d'accueillir l'unité de méthanisation. Vous avez le résultat du vote, 20 voix pour sur 28 exprimées, 8 voix contre et un vote nul, sous réserve, et ça avait bien été précisé à l'époque, du respect de divers engagements listés dans le texte de la délibération
et devant être formalisé et précisé préalablement à la cession du foncier dans le cadre d'un protocole d'accord entre la communauté de communes et le porteur de projet, puis repris bien sûr dans la promesse inalagmatique de vente ainsi que dans l'acte de vente entre le porteur de projet et l'ADCELA. Ce protocole d'accord qu'on souhaitait, c'était entre le porteur de projet et Comcom, et ensuite entre la Comcom, porteur de projet, et Loire-Atlantique Développement. Alors les engagements en janvier 2020, quels étaient les engagements du porteur de projet? Bon, acquérir le foncier, 6 hectares, qui était la demande préalable, à un prix de 22 €, qui est le prix de la ZAC. Y réaliser, exploiter une usine de méthanisation collective, qui comprend au maximum 8 digesteurs, et il était précisé que ça devra être construit dans un souci de haute qualité architecturale et technologique, dans le respect de l'intégration paysagère exigée à la fois par le concessionnaire et par la communauté de communes. Limiter à 20% maximum le recours aux CIV, aux cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et ça, les élus de l'époque, c'était une volonté très très affirmée, pour faire fonctionner l'unité, cependant toute la durée du projet, sauf accord conjoint formalisé par avenant à ce protocole. Ne pas recourir à des cultures dédiées, parce qu'on peut le voir d'ores et déjà, il y a des dérives, il peut y avoir des dérives. Et donc là également, c'était un souhait très très affirmé de la part des élus de l'époque de ne pas recourir à des cultures dédiées pour éviter un phénomène de concurrence avec les cultures alimentaires dans l'usage du foncier agricole. Puis bien sûr, mener l'ensemble des procédures nécessaires à l'obtention des autorisations liées à l'implantation et au fonctionnement de cette installation, le permis de construire, l'autorisation ICPE, etc. Toujours sur l'engagement du porteur de projet, assurer le raccordement au réseau de gaz à ses frais. On a vu qu'il était à 700 mètres de l'emprise foncière. Et ceux du gestionnaire de réseau, donc pour l'injection du biogaz produit. Assumer tout coût de renforcement du réseau électrique non provisionné dans le cadre de l'opération de la ZAC, parce qu'effectivement, le dimensionnement de cette usine fait qu'il y a des besoins très très importants. Il s'engageait également à créer au minimum 17 emplois salariés sur le site, 5 opérateurs conducteurs des installations et 12 chauffeurs pour les navettes. Prendre en charge également tout ce qui est travaux de stockage des digestats liquides des adhérents, avec des matériaux adaptés pour éviter les nuisances, notamment olfactives. Et puis prendre en charge les travaux de stockage des digestats liquides des adhérents avec des matériaux adaptés. Eh ben non, on voit deux fois là. On voulait être sûr que ça ne sente pas manifestement. Toujours dans le cadre des engagements du porteur de projet, prendre en charge l'épandage du digestat. C'était un point qui nous paraissait également important sur les terres des adhérents avec un matériel adapté et dans des conditions limitant la volatilisation et le respect des doses qui doit être adapté aux besoins des cultures. S'engager à participer à des études de suivi à long terme de l'effet des épandages sur les sols, puisqu'il y a eu de nombreux questionnements sur ce sujet et on peut le comprendre, et la qualité de l'eau. On sait qu'au sein du conseil communautaire, on est particulièrement attentif à la qualité de l'eau, et notamment du côté de chez nos amis safréens, et pour tout le monde, mais particulièrement de par leur positionnement géographique. Sur les pratiques agricoles, pour éviter l'intensification des pratiques, en partenariat avec des organismes de recherche indépendants, et à rendre compte régulièrement des résultats aux collectivités. On souhaitait également que ce soit des organismes qui soient totalement indépendants. Également, il s'engageait à s'associer avec les acteurs de formation du secteur agricole, autant que faire se peut du territoire, afin de faciliter la réponse aux besoins de compétences de la filière biogaz, y compris les agriculteurs et leurs partenaires, et puis valoriser l'expérience de l'unité de méthanisation de Puceul en lien avec le territoire et ses acteurs. Les engagements de la communauté de communes étaient nettement moindres, puisqu'elles étaient au nombre de 2. On s'engageait à vendre aux porteurs de projets, via notre concessionnaire, donc Loire-Atlantique Développement, la parcelle au prix de 22 € du mètre carré hors taxe. Et puis, on s'engageait à prendre part au capital de la société par action simplifiée via notre SPL. Nous souhaitions entrer au capital pour avoir un droit de regard.
Donc voilà quels étaient à l'époque, le 20 janvier 2020, quels étaient les engagements respectifs des porteurs de projets de la collectivité. Il y avait également eu des demandes complémentaires qui avaient été inscrites lors de cette délibération. Preuve s'il en est que les élus de l'époque étaient attentifs aux dérives potentielles, puisqu'il avait été précisé que ce projet ne devait en aucun cas servir à renforcer un modèle agricole productiviste au détriment de formes d'agriculture plus respectueuses de l'environnement et de la santé des consommateurs, qu'il devait être clairement compatible avec l'agriculture biologique qui est en plein développement sur les territoires, et donc qu'il devait étudier la faisabilité d'une ligne dans le process de méthanisation qui soit clairement compatible avec l'agriculture biologique. Également, il était précisé dans cette délibération que cette unité de méthanisation devra être construite dans un souci de haute qualité architecturale et technologique. On l'avait déjà vu auparavant, mais de le répéter, ça ne fait pas de mal. Et dans le respect de l'intégration paysagère, donc exigée par le concessionnaire et la Comcom. Que le porteur de projet devra associer les entreprises locales dès la phase de construction de l'unité et que les engagements réciproques énoncés ci-dessus seront formalisés, comme on l'a vu tout à l'heure, à la fois dans un protocole d'accord via l'ATSELA, où les parties s'engagent réciproquement dans la promesse de vente et dans l'acte de vente. Alors, évidemment, entre le 20 janvier 2020 et aujourd'hui, il s'est passé des choses. Il y a eu des évolutions des engagements du porteur de projet et d'autres exigences de notre part qui ont vu le jour pendant la formalisation du protocole. Les éléments complémentaires qui étaient proposés tout d'abord par le porteur du projet. Eh bien, il souhaitait acquérir 2 hectares supplémentaires. Je vous rappelle que la première demande était de l'ordre de 6 hectares. Là, il demandait 2 hectares supplémentaires. Pourquoi ? Puisque ça faisait partie d'une demande de la communauté de communes. C'est pour la conception d'une ligne de digestion qui soit compatible avec le cahier des charges bio, connu au jour de la signature du protocole. Autre élément complémentaire, proposition d'utiliser, suivant l'autorisation d'exploiter qui sera donnée, une chaudière bois pour une alimentation d'une partie de l'énergie du process, en privilégiant, si possible, le recours aux partenariats locaux pour l'alimentation et le fonctionnement de ce dispositif. Également, il s'engageait à mener une phase de concertation préalable volontaire en amont de la phase d'enquête publique. Et puis, il y avait un retour sur l'engagement de la création de 17 emplois directs, ce qui était déjà, tous les élus considéraient qu'en termes d'emplois directs, c'était pas énorme, même s'il y a des effets induits qui sont difficilement mesurables. Mais les emplois directs, tout le monde s'accordait à dire que 6 ou 8 hectares pour 17 emplois directs, tout le monde était d'accord pour dire que c'était quand même relativement peu. Alors, les demandes, comment dirais-je, nos demandes, nos exigences pendant la formalisation du protocole ont été amenées également à évoluer. Nous souhaitions que nous soit communiqué l'ensemble des données d'exploitation nécessaires et communicables, c'est-à-dire n'étant pas couvertes par le devoir de confidentialité. Méta-Herbauges, on souhaitait qu'il communique sur le nombre de signataires par commune, avec la répartition conventionnelle bio, pour savoir si effectivement les lignes de digesteurs étaient compatibles avec le nombre de personnes qui s'inscrivaient dans ce projet. Et on précisait bien entendu dans le respect de la confidentialité des relations privées et commerciales. Et puis la communauté de communes souhaitait la création d'un comité scientifique et technique constitué selon les recommandations de l'agence TACT qui avait été missionnée pour cela. Alors, à l'issue de ces longues tractations dont Morgane pourrait vous parler mieux que moi, avec l'avocat de la communauté de communes, il y a eu des échanges, des dizaines et dizaines d'échanges. Force était de constater qu'il y avait sur le protocole, sur les souhaits exprimés par la communauté de communes, à la fois le 20 janvier et à la fois au cours de l'affinement, si je puis dire, de ce protocole, il y avait 3 points d'achoppement. Le premier, c'était la question des imports d'intrants
et les risques de modification de production. Je vous rappelle que le souhait des élus, c'était 80% minimum d'effluents d'élevage et 20% de cives. Le démantèlement, voilà quelque chose qu'on n'avait pas forcément évoqué dès le 20 janvier 2020 et qui, au fil du temps, on s'est dit, mais voilà, si dans 10, 15 ans, 20 ans, l'usine s'arrête, quid d'une friche potentielle industrielle que se passe-t-il de 8 hectares? Et puis également, autre point d'achoppement, c'était la participation de la communauté de communes au capital de la société gestionnaire de l'unité, parce que ce qui semblait ne pas poser de problème en 2020 semblait poser un petit peu de problème en 2021. Alors, si on reprend ces 3 points d'achoppement, tout d'abord les apports d'intrants et les risques de modification de production. Donc, à l'origine du projet, le porteur s'était engagé sur une limitation du recours aux cives pour alimenter l'usine à hauteur de 20% maximum. Les élus, là, toujours soucieux, j'ai eu l'occasion de vous le dire dans cette présentation, que ce projet ne viendrait pas dénaturer le caractère de l'élevage local. Et je le rappelle, c'est vraiment une volonté très forte des élus, ni bouleverser la production agricole du territoire. Nous avons demandé aux porteurs de projet une assurance quant aux éventuels travers que pourrait engendrer cette nécessité d'alimenter en cive les digesteurs. On a demandé de compléter l'engagement relatif aux cultures dédiées avec une précision, la précision suivante. On était quasiment sur de la sémantique. Il est précisé que l'un des principaux objectifs du projet est la consolidation des exploitants d'élevage en place sur le territoire. Aussi, afin de se prémunir du souhait de certains exploitants co-contractants de la coopérative Herbauge d'arrêter leur activité d'élevage au profit d'une activité exclusivement dédiée à la culture destinée au fonctionnement des digesteurs, le porteur de projet garantit à la communauté de communes que la coopérative Herbauge mettra fin à son contrat avec les exploitants concernés. Parce qu'effectivement, même dans la méthanisation, on peut faire du circuit court. Plutôt que de donner du maïs ou du tournesol à des animaux, traire leur lait et emmener les effluents à l'usine de méthanisation, c'est probablement plus court de cultiver du tournesol ou du maïs pour mettre directement dans le digesteur. Mais évidemment, ça dénature totalement le projet. Donc cette formulation extrêmement précise a fait l'objet de nombreuses discussions. Et devant notre insistance, le porteur de projet a fini par valider cette demande tout en nous indiquant oralement qu'il leur faudrait, à certains moments de l'année, des apports en cives plus nombreux, et on peut l'imaginer notamment l'été, et ainsi faire appel à des adhérents qui fourniraient le méthaniseur uniquement en cives. Donc vous le voyez qu'il ne répond pas à nos interrogations sur... les porteurs de projet ne répondent pas totalement, et c'est le moins qu'on puisse dire, à nos interrogations sur ce problème d'intrants. Donc ça, c'était le premier point d'achoppement. Deuxième point d'achoppement, le démantèlement. Alors il y a une règle, il y a une loi qui dit que dans le cas de l'ICPE, si l'usine arrête, la loi impose simplement la mise en sécurité du site. Les élus de la communauté de communes ont souhaité aller au-delà de la loi, et on a demandé aux porteurs de projets, au-delà de la mise en sécurité du site, de s'engager également sur le démantèlement de l'unité, même si la loi, comme je vous l'indique, ne l'y contraint absolument pas. Et la formulation suivante a été proposée. Dans l'hypothèse où le porteur de projet ou toute structure s'y substituant devait mettre fin au fonctionnement de cette unité, pour toute cause que ce soit, il s'engage auprès de la communauté de communes de Nozay à procéder à ses frais au démantèlement de l'unité et à la remise en état du site à l'initiale, des pollutions éventuelles comprises, afin que ce dernier puisse être réaffecté à tout type d'usage. Donc vous voyez que c'est une demande extrêmement contraignante. Et puis on s'est appuyé, pardon Jean-Claude Je t'en prie. on s'est appuyé au passage sur la modification de la loi par rapport à l'éolien.
où jusqu'à encore cet été, la question du démantèlement n'était pas obligatoire au-dessous de, je crois que ça doit être 1 ou 2 mètres de profondeur sur la base des éoliennes. Et pour le coup, cette loi a été modifiée dans le courant de l'année passée. Donc on trouvait qu'il était pertinent de se poser ces questions-là et de l'imposer dans le cadre de ce protocole sur cette question de démantèlement. Quand on sait le coût que ça représente, bien évidemment, ce n'était pas à la collectivité d'aller supporter ce coût de démantèlement, même si la loi ne l'impose pas. Merci Claire pour cette précision. Et donc, pour aller encore plus loin, la communauté de communes a souhaité que le porteur de projet présente, avant la signature du protocole, une estimation du montant de ces travaux, ainsi qu'une garantie de provision financière de leur réalisation via une attestation de cautionnement par un organisme d'assurance ou bancaire. Vous voyez que c'est un engagement extrêmement fort. Le porteur de projet a, dans un premier temps, refusé cette obligation que nous souhaitions donc lui imposer pour des raisons qui sont évidentes. Mais dernièrement, dans un dernier mail, il semblerait qu'il valide le principe, mais sur une ligne, mais sans aucune proposition de formulation de cet engagement, ni estimation des travaux, ni du cautionnement ne nous a été communiqué. Donc c'est difficile. Ce sera à vous d'en juger, mais c'est difficile de prendre ça, entre guillemets, pour argent comptant. Troisième point d'achoppement, la participation de la communauté de communes au capital de la société dédiée, donc gestionnaire de l'unité. Depuis le début donc, des discussions, nous souhaitions participer à la société de gestion, ce qui nous permettait d'avoir un droit de regard sur la gestion de cette usine. Et c'était une condition posée pour l'acceptabilité du projet. Le montant de cette participation a fait l'objet de plusieurs discussions. Nous avions finalement convenu d'une participation à hauteur de 1%, sur lequel les porteurs de projet semblaient d'accord. Et puis, en novembre dernier, sans aucune explication, le porteur de projet est revenu sur le principe même de cette participation. Ce n'était même plus une question de pourcentage, c'était simplement « non, vous ne participez plus ». Il considérait que celle-ci n'avait plus lieu d'être. Nous sommes bien sûr revenus à la charge. Et là également, par un mail sibyllin, ils disent pourquoi pas entrer au capital pour la Comcom à hauteur de 1 ou 2%, mais tout ceci sans plus d'explication. Et puis, un quatrième point qu'on peut considérer comme d'achoppement, la fiscalité. Le statut agricole de la société gestionnaire, donc je vous le rappelais, c'est un projet commun entre la coopérative Herbauge et la société danoise Nature Énergie. La coopérative Herbauge est majoritaire à 51%, et donc Nature Énergie, par déduction, est actionnaire à 49%. Donc la société a un statut agricole. Et la fiscalité, et bien évidemment la collectivité que nous sommes y est fortement intéressée. Le fait que la coopérative soit majoritaire, eh bien, ça engendre des non-recettes pour la communauté de communes très conséquentes, et notamment au vu de l'espace économique consommé, 8 hectares. Et là, entre une coopérative agricole et une entreprise privée, la différence de fiscalité, c'est de l'ordre de 1 à 10. Donc vous voyez, c'est extrêmement, extrêmement conséquent. Là également, nous avons demandé aux porteurs de projets de nous faire des propositions. Et aujourd'hui, on n'a eu aucune proposition. Et ça fait 1 an qu'on demande. Enfin, dès l'origine du projet, on avait mis du doigt l'aspect fiscal où la communauté de communes bénéficiait de peu de retombées. Et on avait dit, écoutez, faites-nous des propositions. Et bon, là également, force est de constater que depuis 18 mois, eh bien, comme Soran, on ne voit rien venir. Alors, au regard de l'ensemble de ces éléments, de l'impossibilité de parvenir depuis des mois à un accord ferme et durable avec le porteur de projet donc, sur les différents engagements que l'on vient d'évoquer et de la remise en cause, en plus par celui-ci, d'éléments pourtant préalablement actés, la formalisation d'un protocole par lequel nous pourrions disposer de garanties fiables du porteur du projet quant au respect des engagements
précitées semblent compromises. En conséquence, on peut dire que la condition posée dans la délibération du 29 janvier 2020, à savoir la formalisation des engagements réciproques dans un protocole d'accord, force est de constater aujourd'hui qu'il n'est pas rempli. Et donc, au vu de l'ensemble de ces éléments et de l'avis de la commission développement économique, agriculture, emploi, qui s'est réunie le 22 janvier 2021, eh bien, cette commission s'est prononcée à l'unanimité pour l'arrêt du projet d'implantation de l'unité de méthanisation collective. Et voilà, il vous est proposé de suivre cet avis, mais bien évidemment, ce sera en vous d'en décider. Et avant de vous passer la parole, je souhaiterais juste remercier les deux commissions économiques qui ont beaucoup travaillé sur ces dossiers. Et je crois pouvoir dire que les collègues sont allés au bout de cette démarche avant d'en arriver là aujourd'hui. Et voilà, évidemment, lorsque nous sommes élus, nous sommes quelque part critiquables et c'est tout à fait normal. Mais je crois qu'on ne pourra pas reprocher aux élus de la communauté de communes de ne pas être allés au bout de la démarche. Et donc, je tenais à remercier les deux commissions économiques et puis remercier Morgane Le Tanou pour le travail effectué. Ça, je crois qu'on peut effectivement, on peut la remercier. Très sincèrement. Eh bien... Qui souhaite intervenir? Marie-Chantal? Alors effectivement, moi je dirais la même chose que Jean-Claude. Effectivement, merci à Morgane pour tout le travail effectué. Il y a eu de nombreux échanges avec différents services juridiques pour essayer d'aboutir à un protocole que pour ma part je regrette que nous ne puissions pas signer. Pourquoi je le regrette? Parce que je crois à notre élevage, je crois à notre campagne telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'était quand même un apport financier qui peut être important pour certains éleveurs, un peu en difficulté. Et je ne voudrais pas que demain, malheureusement, ces éleveurs arrêtent pour mettre tout simplement du maïs et tout mettre dans un méthaniseur. Voilà ce pourquoi je souhaitais vraiment que ce protocole aboutisse, parce qu'on aurait réussi peut-être à contrôler plus ou moins les dérives. Voilà, ça n'est pas le cas. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Donc, je pense que tout le monde est épuisé, et notamment au niveau de nos services aussi. Je pense que c'est difficile. Donc, voilà. D'autre part, pour l'avenir, moi, j'espère que sur cette zone, on accueillera des entreprises qui apporteront plus d'emplois que celles-là, même si je vous dis que pour moi, elles semblaient importantes au niveau du domaine agricole, du milieu agricole. Davantage d'emplois qui prendront cet espace agricole, forcément, les entreprises en prendront un morceau. Il faudra bien aussi vivre avec. Et puis, ça ne sera pas non plus sans conséquence, sans doute, sur la vie des riverains. Mais je pense que pour notre population, c'est important d'accueillir demain des entreprises avec de l'emploi. Merci Marie-Chantal. Qui souhaite intervenir? Jean-Claude? Alors, pardon, moi je faisais partie des élus qui avaient voté contre ce projet l'année dernière. Et je pense que c'est une position, si ça s'était posé de nouveau en ces termes, qui aurait été largement partagée par le conseil municipal de Saffré. Alors la raison principale, elle était simple, c'était au nom du principe de précaution. Jean-Claude l'a rappelé tout à l'heure, avec la présence de la nappe phréatique. Même si le sous-sol ne nous appartient pas, à défaut d'avoir une responsabilité directe, je pense que nous avons une responsabilité morale sur l'eau. Et ce cocktail inconnu, ces digestats qui auraient été épandus très largement sur le bassin versant, on ne savait pas comment dire, si ils auraient pu avoir d'une part un effet négatif sur la qualité de l'eau, et puis peut-être d'autre part sur aussi les phénomènes karstiques qu'on connaît à Saffré, qui nous posent déjà suffisamment de problèmes. On va dépenser dans les années qui viennent des millions d'euros pour reconquérir la qualité de l'eau, et je pense que ça aurait été un pari risqué que celui-là, puisqu'on a vu avec l'éolien que malheureusement, une fois que les problèmes sont survenus,
c'est souvent la dimension économique qui reprend le dessus par rapport à la dimension écologique et que c'est très difficile de pouvoir réagir, même lorsque nous sommes confrontés à des soucis. Donc évidemment, Marie-Chantal le disait tout à l'heure, un certain nombre d'agriculteurs vont être déçus. Et c'est légitime parce que quelque part, c'était présenté un petit peu comme une solution miracle, c'est-à-dire sans rien avoir à faire ou presque. Il y avait une prise en charge automatique des lisiers, des fumiers, ensuite un épandage et puis à la clé des revenus complémentaires. Donc ça semblait effectivement quelque chose qui pouvait être séduisant, mais je ne suis pas sûr que l'industrialisation, en tout cas cette façon de voir les choses, soit le meilleur pari. J'espère qu'il y aura d'autres solutions effectivement pour soutenir l'agriculture qui en a besoin, mais des solutions sans doute plus vertueuses et plus résilientes, sans qu'on s'engage dans une voie peut-être pas sans issue, mais en tout cas dont on ne connaît pas l'issue en l'état actuel des choses. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a un an, j'avais voté contre, mais même à l'issue du vote, je n'étais pas désespéré pour autant, parce que justement, et on l'a repris intégralement ce soir, dans ce vote, il y avait aussi toutes ces conditions, ce protocole qui était inédit, parce que je n'avais jamais vu un vote assorti d'autant de conditions. Et donc si récemment, il y a pu y avoir des propos, on va dire, moralisateurs, condescendants, voire même méprisants vis-à-vis des élus de la communauté de communes. Je pense que la Comcom, elle a commencé d'abord par résister à l'impatience des porteurs de projets. Parce que vous vous souvenez aussi bien que moi, il aurait fallu qu'on signe avant même d'avoir entamé les discussions. Ça, c'était la première chose. Ensuite, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été demandées et obtenues. Je pense notamment à la réunion publique, après laquelle personne ne courait. Mais là encore, ça faisait partie des conditions incontournables. À la pression, puisqu'il y avait vraiment une argumentation qui était efficace, qui présentait ce projet comme étant quasiment avec zéro défaut. Les porteurs de projet ont été très, très persuasifs. Et puis donc, on voit bien que la communauté de communes est restée sur ses exigences, sur ses positions. Et puis ce soir, donc, j'aurai le plaisir de voter pour, du coup. Et je pense que c'est aussi l'image de la communauté de communes et du territoire qui Attends de savoir quelle question va être posée. Je crois que je l'aperçois juste derrière toi. Voilà. Qui souhaite... Merci Jean-Claude. Qui souhaite intervenir? Bien. Je veux bien dire quelque chose. Ah, pardon, bien sûr, Madame la Présidente. Oui, c'est important. Beaucoup de choses ont été dites. En ce qui me concerne, je n'ai aucun regret que nous nous soyons penchés sur cette question par rapport à cette demande qui nous était faite par un secteur quand même qui, je le rappelle, occupe plus de 95% du territoire intercommunal. Donc, d'où son importance effectivement très, très forte. Que nous avions, dans le cadre de notre projet de territoire, l'objectif de devenir un territoire à énergie positive à l'horizon 2030, que la production d'énergie renouvelable, me semble-t-il, à un moment, si les uns et les autres, on ne s'y penche pas et on ne s'y attelle pas, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Que la fameuse transition énergétique dont tout le monde parle, il faut quand même du temps, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Et en termes de pratique, c'est vrai que les pratiques ne se modifient pas non plus du jour au lendemain. Pour autant, il faut que les uns et les autres puissent être respectueux des choix qui ont été faits dans chacune des exploitations. Bien évidemment, nous n'avons pas à intervertir. Mais si on peut, comme tu l'as dit Jean-Claude, apporter notre pierre à l'édifice sur la construction d'un monde peut-être plus respectueux, je pense que beaucoup de nos concitoyens aspirent, et nous également, parce qu'il me semble aussi, au travers des critiques que nous avons pu entendre, que nous sommes aussi des citoyens qui habitent sur ce territoire intercommunal. Il me semble que nous sommes aussi des citoyens responsables. Il semblait intéressant, effectivement, d'apporter, comme tu l'as dit Marie-Chantal, et je partage complètement cet avis,
si c'était possible d'apporter des compléments de revenus par rapport à une catégorie professionnelle qui souffre, hein. Pas tous, vous allez me dire, bien évidemment, mais ils sont quand même nombreux à se sortir des revenus qui sont quand même pas très conséquents. On voit bien l'importance de leur rôle aujourd'hui par rapport à cette crise sanitaire. Il semblait là être un bon prétexte de pouvoir améliorer les choses. Ça ne se fait pas comme ça. Nous avons beaucoup discuté. Il me semble que nous avons beaucoup appris aussi. Nous ne devenons pas des spécialistes et on va dire des techniciens performants en ce qui concerne la méthanisation, mais il me semble que nous avons beaucoup appris ensemble. Et d'ailleurs, appris en construisant sur des avis différents, des positions différentes, tranchées. Et en ça, je trouve que cette expérience-là nous a au moins apporté beaucoup dans cette démarche. Voilà. Pour autant, le problème n'est pas forcément, si tant est que ça puisse être un problème, hein, ça ne l'est pas pour certains, et tant mieux, puisqu'on entend quand même beaucoup parler de projets de méthanisation sur de petites unités, en tous les cas des unités moins importantes que ce qu'on peut voir. Et dans d'autres endroits, j'entendais encore hier matin sur des projets en région parisienne de méthaniseurs. Il me semble que quand même, ce soit un outil de production d'énergie renouvelable relativement intéressant. Bien évidemment, il y a toutes les conditions qui en découlent, bien évidemment, hein. Compte tenu de la taille du projet qui était prévu à Lauzeray, bien évidemment, ça n'a pas de comparaison. Ça, on est d'accord. Mais d'autres projets se feront de toute façon, y compris sur le territoire de la communauté de communes, puisque certains sont déjà en cours. Et c'est toutes les questions que nous nous sommes posées, elles reviendront en ce qui concerne le trafic de véhicules, en ce qui concerne l'apport, et nous n'aurons aucune maîtrise. Il faut le savoir. Et c'est bien normal, puisque chacun gère son entreprise comme il le souhaite. Voilà, moi, ce que je souhaitais dire, mais je trouve qu'on peut s'en sortir, enorgueilli de la manière dont nous avons mené les choses. Peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, mais en tous les cas, je le pense sincèrement. Et effectivement, je me joins à Jean-Claude pour remercier très sincèrement Morgane qui nous a accompagnés tout au long de ces démarches. Voilà, moi, ce que je voulais dire pour ce soir. Est-ce que les uns et les autres, vous voulez... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, écoutez, on va passer au vote. Je voulais juste partager là, ce qui a été dit à la fois par la présidente et Marie-Chantal. Bon, chacun sait ici que j'ai été favorable au projet. Ça aurait été difficile d'être contre comme j'étais chargé de présenter ce projet et de travailler dessus. C'est sans état d'âme qu'aujourd'hui je voterai pour approuver le principe de ne pas poursuivre les discussions, puisque effectivement, on l'a vu largement, le protocole qu'on souhaitait mettre en place n'est pas respecté. Mais je voudrais rappeler, comme Claire et Marie-Chantal, que s'il y a eu ce projet, c'est qu'il y avait un gisement, c'est qu'il y avait un certain nombre d'agriculteurs qui étaient intéressés. Et je crois qu'il faut pas les oublier ce soir, hein, c'est qu'ils étaient quand même en première ligne. C'est pas forcément pour se faire plaisir qu'il allait vers ce projet-là. Donc il y avait un gisement. Également, redire ce qu'a dit Marie-Chantal. Hein. D'aucuns ont considéré que 8 hectares de consommation pour mettre une usine à 650 000 tonnes d'intrants, c'était trop. On peut effectivement le penser. On va voir fleurir demain des petites usines de méthanisation à 20-30 000 tonnes, où le process de sécurité sera probablement moins complet, ça ne fait aucun doute, et où on n'aura aucune prise, Claire le rappelait, sur les intrants. Chacun fera ce qu'il voudra. Donc d'aucuns peuvent se féliciter de la décision qui va être prise ce soir, mais on n'est pas dans un monde parfait. Et vous verrez demain
Je ne l'espère pas, mais j'espère qu'il il fleurira des petites usines de méthanisation, et je le répète, sur lesquelles on n'aura aucun poids, aucune prise. Et les élus que nous sommes, on aura sans doute quelques soucis, probablement, par rapport au voisinage. Enfin, exactement les mêmes questionnements que nous sommes posés tout au long des 18 mois. Donc, je le répète, on n'est pas dans un monde parfait. Je pense que voilà, on est au bout de la démarche et aujourd'hui, on ne peut pas aller plus loin. Donc, il faut prendre une décision, mais il faudra bien que notre agriculture vive, et probablement plusieurs types d'agriculture. Et juste avant de conclure, je voudrais effectivement revenir sur ce qu'a dit Marie-Chantal. Nous sommes sur la ZAC de Lozray, sur une zone d'activité qui est faite pour accueillir des entreprises. Si on ne veut pas accueillir d'entreprises, il ne faut pas faire de zone d'activité. Aujourd'hui, elle est faite, elle est engagée avec des fonds très conséquents. Je ne dis pas qu'il faut accueillir tout et n'importe quoi. Demain, il y aura d'autres projets qui vous seront présentés, qui, je l'espère, seront moins clivants, qui, je l'espère, généreront plus d'emplois, etc. Mais nous sommes sur une zone d'activité. Alors après, c'est une grande réflexion. Hein. Est-ce qu'il faut développer l'emploi ? Jean-Claude l'a très bien dit, entre industrialisation et écologie. Tout dépend où on met le curseur et on n'a pas un rôle, nous n'avons pas forcément un rôle facile. Mais je voudrais rappeler, comme Marie-Chantal l'a dit, nous sommes sur une zone d'activité, c'est fait pour accueillir des entreprises, qu'on n'aille pas faire n'importe quoi, n'importe où. Je l'entends parfaitement. Mais je le répète, demain, nous serons amenés de discuter de nouveaux projets. J'espère que les discussions seront moins longues et puis que ces projets, sans faire l'unanimité, emporteront une grande majorité. Bien, écoutez, je vous propose d'approuver le principe de ne pas poursuivre les discussions avec le porteur de projet et ainsi de ne pas donner suite au projet d'implantation d'une unité de méthanisation collective portée par la SAS Méthaherbauge Puceul sur la ZAC de Lozray et d'autoriser Madame la Présidente à signer tout document relatif à cette décision. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Merci Jean-Claude. Tu gardes le micro pour le point suivant ? Merci. Oui. Comment ? Les souhaits que tu as pris et le mal de dos que tu as attrapé. Oui. Peut-être. Alors, point suivant, le marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation donc, du bâtiment commercial en bâtiment mixte, là, donc l'ex-Lidl. Donc, la validation de l'APD et de l'avenant numéro 1. Donc, je voudrais juste rappeler que l'enveloppe prévisionnelle, tout le monde situe le bâtiment qui est sur boulevard du Petit Versailles. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux, donc il y a eu une acquisition qui était de l'ordre de 380 000 euros. Voilà. Et puis, il y avait une enveloppe prévisionnelle de travaux qui avait été fixée à 393 000 hors taxes. Donc, ce projet avait fait l'objet d'un marché de maîtrise d'œuvre en date du 18 mars 2020. Et donc, on travaille avec un cabinet d'architecture qui s'appelle Petre. Donc, le montant de la rémunération provisoire du maître d'œuvre, donc c'est toujours, bien évidemment, par rapport au montant alloué des travaux, était de 43 623 euros hors taxes, soit 52 347,60 euros TTC. Bon, il y a une plus-value par délibération du 28 octobre 2020, c'est un peu anecdotique, de 800 euros qui avait été approuvée et qui faisait monter le marché à 53 307,60 euros. Le 20 janvier dernier, on a eu le maître d'œuvre a remis à la communauté de communes, lors d'un comité de pilotage, les études d'un avant-projet définitif qui présente un coût prévisionnel bien supérieur aux 393 000 d'origine, puisque nous sommes à 557 100 euros. Donc cette évolution de 41% mérite quelques explications. Bon, sans qu'elle soit exhaustive, voilà, il y a eu un certain nombre de modifications de distribution interne des espaces suite au désistement d'occupants. Nous étions en pourparlers avec un certain nombre de locataires potentiels. Certains, après de longues tractations, n'ont pas souhaité donner suite.
Mais ça ne s'est pas fait en 15 jours, 3 semaines. Ça a duré des mois et des mois. Oui, quasiment une année. Voilà. Bon, là aussi. Bon. Et donc, comme ces locataires n'ont pas donné suite, ça a obligé la maîtrise d'œuvre à modifier un certain nombre de choses, de cloisonnement, de percer dans les façades du bâtiment pour apporter un éclairage naturel. Parce qu'effectivement, pour ceux qui... Enfin, c'était une ancienne surface de vente dont on parle. Et effectivement, au niveau du centre, on n'a pas beaucoup de... Donc là, vous voyez le bâtiment à l'origine. Et là, ce qu'il deviendra, avec du tertiaire sur la droite, avec des bureaux qu'on va identifier tout à l'heure, dont je vous parlerai, et puis la microbrasserie à gauche. Les percées sur le côté, là, qui donnent sur le... Là, ici, c'est sur le parking, devant. Et là, vous êtes sur le boulevard du Petit Versailles. Et évidemment, boulevard du Petit Versailles, c'était un bâtiment qui n'avait aucune ouverture. Et lorsque, par rapport au code du travail, etc., et puis pour le confort de nos futurs locataires, on est bien obligé de faire des percées. Et puis, il y a eu d'autres travaux au niveau de la partie brasserie, avec, donc, qui est sur le côté gauche, qui étaient les réserves auparavant. Et donc, c'est un projet qui est porté par un micro-brasseur qui a été très intéressé dès le début du projet et qui est très, très motivé. Bon, il y a des besoins de surface d'un locataire qui ont augmenté. Les pompes à chaleur ne pouvaient pas être réutilisées. La partie tisanerie, etc., il y a eu d'autres travaux. Tout cela a généré des coûts prévisionnels supérieurs à l'origine. Mais bon, on ne peut pas faire autrement. Donc aujourd'hui, compte tenu de ce coût prévisionnel à 557 000, la rémunération du maître d'œuvre donc est proportionnelle et elle serait donc de 62 638 € hors taxe, soit 75 165,72 TTC. Donc voilà. Alors, sur l'écran, vous voyez la microbrasserie donc, qui est en jaune. Alors, le bâtiment à l'initiale sur la gauche, avec la partie qui était commerciale sur la droite de la gauche, et puis la partie réserve, et devant la partie qui était cuisine, etc. Et puis après aménagement, donc aujourd'hui, nous avons des locataires plus que potentiels, hein, puisqu'ils sont engagés. Donc la microbrasserie, là, sur la partie réserve, sur une superficie de 325 mètres carrés. Ficamex, qui est en devanture, si je puis dire, hein, en vitrine, qui donne sur le parking. Hein, Ficamex, qui est aujourd'hui dans le centre de Nozay. Le SMCNA, là, qui est au premier étage, deuxième étage du bâtiment de la Comcom et qui sont très à l'étroit. Et pour qui c'est une opportunité, et là je parle sous le contrôle de la vice-présidente Claire, là qui nous réserverait 202 mètres carrés. Et puis il nous resterait au centre des espaces mutualisés sur une superficie de 220 mètres carrés. Il resterait disponible les bureaux qui sont verts, là, sur 144 mètres carrés, qui donnent sur le boulevard du Petit Versailles. Bon, nul doute qu'on va trouver des locataires avant que les travaux soient terminés. Enfin, on l'espère en tout cas. Donc voilà le projet du Lidl. Et donc, avez-vous des questions, pardon? Donc là également, c'est un projet sur lequel on travaille depuis longtemps et qui est difficile. Ah bah ça, si j'aurais parié que Richard n'aurait pas posé de questions, moi. Alors bah, tu viens de me faire perdre un pari, Richard. C'est juste comment les 41% d'écart entre l'estimatif et le final, c'est énorme. Alors non seulement je savais que tu allais intervenir, mais je savais que tu allais poser cette question-là. Bah, oui. Et je ne suis pas devin, Richard. Non, mais alors là, c'est de l'eau Charpentier-Menuisier que tu connais bien qui fait augmenter la facture. Non, parce que le bâtiment est déjà debout. Non, mais ça reste des prix raisonnables oui, mais, au mètre carré. Hein. Bon. Mais ceci dit, entre non, mais... Et... Après, c'est pas toujours évident d'aller faire des estimations. Non, oui. Sur du bâtiment ancien, bon, c'est pas à toi que je vais apprendre le métier. Sur un bâtiment ancien, c'est pas toujours simple. Et je pense que ça a été sous-évalué la première fois. Et puis ensuite, les diverses évolutions des demandes des uns et des autres, et notamment en termes d'éclairage,
parce qu'effectivement, c'est difficile. Là, on a je ne sais plus combien de superficie là, sur l'ancienne partie commerciale. Et on ne peut pas faire des bureaux sans lumière naturelle ou le moins possible. Et donc, effectivement, on n'avait pas forcément, ou le cabinet, la maîtrise d'ouvrage n'avait pas forcément mesuré toutes ces contraintes. Et puis, on a fait plus de bureaux individuels qu'il n'en était prévu. De nettoyage. Je pense que ça va encore évoluer parce qu'en termes de chauffage, certains vont chauffer un peu différemment que par les pompes à chaleur. Il y a eu cette discussion-là. Donc ça risque d'évoluer encore un petit peu. Là, on est vraiment sur le montant définitif. Mais bon, ça Après, sera pas beaucoup. Après, c'est toujours la difficulté de partir sur des réhabilitations. Mais d'un autre côté, ça permet de ne pas aller urbaniser de nouveaux espaces. D'autant plus que là, il y avait quand même quelque chose d'intéressant, c'était le parking. Et c'est avant tout ça qui nous a séduits. Et que ce bâtiment-là, il était inoccupé depuis de nombreuses années. Oui. Alors, effectivement, la réhabilitation, on a quelquefois des mauvaises surprises. Bon, ça monte au-delà de ce qu'on espérait, entre guillemets. Mais le prix d'acquisition a été relativement raisonnable. Là, le foncier, je ne sais plus combien, 6 ou 7... Non. Je ne sais plus. Mais entre le foncier, le bâtiment, l'ensemble était à vendre 800 000 € à l'origine. Hein. La communauté de communes s'en est portée acquéreur à 380 000. On a revendu une partie du foncier pour un projet privé dans un angle route de Marsac. On l'a acheté à un prix raisonnable. S'il avait fallu acheter le foncier, construire un bâtiment en neuf, bon, je suis pas certain qu'on aurait été au-dessous de ces montants-là. Après, effectivement, hein, Richard, j'entends parfaitement une augmentation de 41%, même. Et puis, c'est bien que tu le dises, les prix au mètre carré restent dans les mains. Mais bon, ça veut dire qu'il y a une appréciation au départ qui était pas bonne. Oui. Et par nous aussi. Et par nous aussi, oui. On ne va pas tout mettre sur le dos de la maîtrise d'œuvre. Mais la maîtrise d'œuvre s'était engagée sur notre estimation qu'on avait faite quand même à la base, qui nous avait conforté quand même un petit peu. On est sur un prix de 550 € hors taxe du mètre carré, ce qui n'est pas du tout surprenant. Hein. D'aménagement, c'est même 550 €. C'est pas très élevé. Hein. On a eu un plan à l'APS. Ça aurait été intéressant de l'avoir à côté pour apprécier mieux la différence. L'avant-projet sommaire, oui. Ça bougeait pas mal. Ça bougeait pas mal puisque sur 3 locataires, il y en a 2 sur lesquels on a été en tractation des mois et qui ont fini par laisser tomber. Donc, il a fallu redistribuer toutes les cartes. Il y avait notamment la première, là, ce qu'il y a là. Au départ, on n'avait pas beaucoup bougé parce qu'en fait, ce sont les anciens bureaux. Et puis, on s'était dit, on essaie d'y aller le moins possible. Alors, il y avait déjà ça. Et puis, en termes de répartition, elle était un peu différente quand même. Il n'y avait pas forcément cette séparation. Il y avait la communication. Puis après, c'était compliqué par rapport à l'espace du milieu. Et ça restait grosso modo à peu près la même chose. Je ne sais pas si ça répond. Voilà. Un bâtiment comme ça en neuf, c'est en gros un budget hors taxe d'1,6 million. Ah, c'est bien, donc c'est intéressant, là. 1,6 million. Ah, 1,6 million. Hein. Donc là, on est à 900, on est à moins d'1 million. Là. Sur un bâtiment neuf. Non, c'est pas cher. Bon, malgré l'augmentation, ça semble rester une bonne affaire. Richard. Il s'engage sur ce montant. Ouais, non. Ouais. On dira que ça nous a été précisé lors du conseil communautaire. Après, c'est vrai que pour les défendre, et c'est rare que je défende ces gens-là, Didier. Non, je plaisante, mais... Non, mais pour les défendre, la maîtrise d'œuvre, ils ont fait un boulot énorme parce qu'on n'a pas arrêté, malheureusement, avec les clients potentiels qu'on avait. On n'a pas arrêté de changer le projet et là, ils ont ramé un peu quand même. Hein, et on n'a pas été facile. Et puis,
Voilà, donc je pense qu'ils n'ont pas volé leur argent là. Là. C'était noir un jour, blanc le lendemain, et vice versa, c'est incroyable. Merci. Et d'ailleurs, la communauté de communes s'est excusée pour ces revirements de situation successifs, parce que c'est vrai qu'ils ne savaient plus, et ils ont été très bien, parce qu'ils ont toujours répondu malgré tout. C'est du temps à consacrer. Revoir les plans, à refaire le chiffrage. C'est du travail. C'est pas comme ça, quoi. On appuie sur le bouton. Le montant des loyers, après, c'est réparti comment? En mètres carrés? Oui. On est en train de travailler. En train de faire tourner la moulinette Oui. là, avec sans doute des choses peut-être le microbrasseur, parce que sur le microbrasseur, on va faire vraiment de l'aménagement de base. Sommaire. Et lui va ensuite faire les aménagements adaptés à son activité. Donc lui aura un prix au mètre carré un petit peu différent, mais sinon après on est sur le même montant au mètre carré sur le reste, mais qui est encore à définir. Ce qui est quand même difficile, c'est d'aller évaluer des loyers potentiels alors même que les travaux ne sont pas terminés. Hein. Donc c'est toujours compliqué quand même comme exercice. Puisque les clients potentiels veulent s'engager à partir du moment où on leur propose un loyer. Donc c'est un peu un exercice compliqué. Y a-t-il d'autres questions? Bien écoutez, je vous propose d'approuver donc les études d'avant-projet remises le 20 janvier 2021 par le cabinet Petre, d'approuver l'avenant numéro 2 du marché de maîtrise d'œuvre donc pour la réhabilitation d'un bâtiment commercial en bâtiment mixte à destination tertiaire et commerciale, fixer le coût prévisionnel des travaux de réhabilitation à 557 100 € hors taxe, fixer la rémunération définitive du maître d'œuvre à 62 638,10 € hors taxe, soit 75 165,72 € TTC, et puis actualiser le calendrier d'exécution du projet, et puis d'autoriser Madame la Présidente à signer l'avenant numéro 2 du marché de maîtrise d'œuvre et tout document se rapportant à cette décision, et de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant. Ah oui, quand je vous disais que c'était ma fête ce soir. Non, ça va aller. Alors, tous les bonheurs viennent en même temps, puisqu'on parle du crack, c'est ça? Alors, attendez. Ah oui, pardon, c'est là le crack. Donc, le compte-rendu d'activité à la collectivité, qui doit être fait par Loire-Atlantique Développement, concessionnaire de la ZAC. Bon, il ne s'est pas passé... C'était bien compte rendu de 2019. Hein. Oui, oui, puisqu'il est du 19 mai 2020 au 31/12/2019. Ils se hâtent lentement, nos amis de la... Non, mais c'est normal, hein, il y a toujours un décalage. Oui, on ne peut pas toujours dire du mal de... Bah non. Ah. On a eu tort de dire du bien de vous, Morgane. Ouais. On s'est relâché, ça y est. Ah, très bien, merci. Alors, ce compte-rendu donc au 31/12/2019, on va reprendre le périmètre de l'opération, donc avec la zone existante, la tranche 1 qui est actuellement en commercialisation, la tranche 2 et la tranche 3. Ouais, voilà. Et nous espérons qu'au prochain conseil communautaire, il y aura un autre projet, un nouveau, sur lequel on espère on passera moins de temps. Enfin bon. Ouais. Donc, tranche 2 et 3, on est sur les études faune flore. Ouais.
l'intégralité de ces terrains-là ont été vendus par la communauté de communes à Loire-Atlantique Développement. Une partie de ces terrains-là appartient à la Comcom et serait vendue aussi. Et ensuite, on a encore là des propriétaires privés. Et donc la CELA, avant de se porter acquéreur de l'ensemble des parcelles, a souhaité faire une étude environnementale pour savoir exactement quel terrain était à acquérir pour la commercialisation derrière. Et donc il s'avère que sur certaines de ces parcelles sont affectées de zones humides ou d'espaces. Enfin voilà, donc tout ça aujourd'hui est en cours d'affinement, de précision par Loire-Atlantique Développement, qui doit nous refaire, au vu des nouvelles contraintes identifiées, nous refaire un plan d'aménagement de cette tranche 2 et de cette tranche 3 qu'on vous soumettra prochainement, puisque ça va aussi conditionner l'équilibre global de l'opération, puisque certains mètres carrés identifiés comme cessibles dans le projet initial ne seront plus par la suite. Donc un plan masse de l'opération ensuite avec un découpage des parcelles tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc avec les 3 hectares 7 qui ont été cédés au groupe Pigeon. Et puis les 8 hectares 84 voilà, qui feront peut-être l'objet d'une présentation d'un projet lors du prochain conseil communautaire. Donc voilà. Les missions de l'aménageur, hein, je ne vais pas vous les relire. On vous rappelle que cette concession a été signée avec l'ATSELA en 2014 et qu'elle court jusqu'en 2032. Et que la ZAC a été créée en 2010. Alors, quelques chiffres hein, sur l'année 2019, puisque c'est de cette année qu'il s'agit. Il y a eu un fin de travaux de viabilisation provisoire de la tranche 1. En mars 2019, bon, c'est il parle de comment dirais-je, d'action commerciale, mais qui était plutôt à l'initiative de la communauté de communes d'ailleurs. Parce que commercial et l'ATSELA, bon, j'arrête. Organisation d'une matinée de présentation donc, de l'offre foncière aux professionnels. Donc c'était aux étangs à Nozay. Mi-2019, donc il y a eu un raccordement électrique du poste de refoulement tranche 1. En septembre, il y a eu la réalisation du curage des lagunes de la steppe. Octobre 2019, une commission d'appel d'offres pour l'attribution des lots travaux. Vous avez quelques photos là sur votre droite. Fin 2019, Morgane l'évoquait à l'instant, le lancement d'inventaire faune-flore et zones humides donc sur les zones, sur les tranches 2 et 3 de la ZAC. Et effectivement, si tout n'est pas constructible et tout laisse supposer que ce ne sera pas, évidemment, ça impacte l'équilibre économique, hein, financier. Et puis on rappelle que début 2020, mais bon, c'est un dossier qui n'est plus d'actualité depuis quelques dizaines de minutes, les échanges avec la coopérative Herbauge et Nature Énergie. Et puis fin 2019, début 2020, donc les échanges avec le groupe Pigeon, avec une nouvelle emprise, puisqu'on avait un problème de haie, il a fallu qu'ils repositionnent leur projet. Donc vous le voyez là, vous le voyez à l'écran. Donc les actions commerciales qu'il y a eu, hein, bon, les promoteurs qui sont venus, mais bon, ça finit par payer, hein, mais faut, parce qu'on a fait 2 réunions de ce type là, une dans le mandat précédent et non, c'était 2 dans le mandat précédent. Il faut semer très en amont avant de récolter. C'est comme ça se fait pas comme ça. Et puis bon, aujourd'hui, on voit quand même que sur des zones voisines qui disposaient de foncier, d'emprises foncières importantes, viabilisées, disponibles tout de suite, bon, ça devient plus compliqué pour eux. Et donc, si certaines entreprises viennent vers nous, bon, c'est pas uniquement parce qu'ils nous trouvent sympathiques, on espère un peu, mais c'est aussi parce qu'on a du foncier à disposition et on peut s'en féliciter. Mais ça aura mis du temps. Alors, sur les acquisitions foncières, on a acquis une partie du chemin communal du Sous-Iquet, qui était propriété de la commune de Puceul, pour 4 779 €. On n'avait pas d'acquisition foncière programmée en 2020, et on rappelle que le montant global pour le poste des acquisitions foncières, bon voilà, on est à 1 972 000.
Les études, il y a eu 27 000 euros d'études en 2019 avec des missions géomètres, maîtrise d'œuvre sur la steppe. Et puis le diagnostic environnemental qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis en 2020, eh bien, il y a 45 000 à réaliser avec également des missions de géomètres et rémunération de maîtrise d'œuvre. Et sur les tranches 2 et 3, toujours actualisation du diagnostic environnemental. Alors, prévision, lancement d'une étude de marché pour l'implantation d'un hôtel-restaurant. Bon, il a été fait des études qui ne s'avèrent pas concluantes. Un hôtel-restaurant sur la zone. Hein. Non. Non. Donc non, parce que on avait demandé un... C'était par le biais de la CCI, Morgane, je ne sais plus la personne qu'on avait... C'est par la CELA voilà, qui nous a fait une étude sur ce type de marché. C'est un marché de niche, hein, enfin comme beaucoup. Il a dit non, il n'y a pas de... Et c'était conforté par un élu de Safré qui est très haut. Oui, de Safré, je pense. Qui est dans la banque et qui est très au fait de... Voilà, qui doit être dans la banque, ouais, dans les financements, et qui dit qu'effectivement, il y a des normes très strictes et que là, ça ne l'étonnait pas que bon, potentiellement, il semblait qu'il n'y avait pas de marché. Bon. Ça avait été une demande, ça, de la part des entreprises aussi, de l'OSRAT. Oui. Donc, bon, c'est plus d'actualité, enfin à la ZAC en tout cas. Donc, un bilan financier de l'opération à 830 000. Les travaux en 2019, il y a eu 370 000 euros de travaux. Bon, vous avez le détail. Et à réaliser en 2020, 372 000. Hein, c'est essentiellement au niveau de la station d'épuration. Et voilà, au bilan financier de l'opération d'aménagement, on est à 9 millions. Vous voyez qu'on est content tout de même d'avoir un concessionnaire, hein, parce que ce sont des montants extrêmement très très conséquents s'il fallait porter tout ça. Donc là, vous avez un tableau sur les travaux provisoires réalisés. Et ce, Morgane le disait, la route arrête au milieu. Donc les prochains travaux là, vont se poursuivre. Voilà, en commercialisation, il n'y a rien eu en 2019. En 2020, il n'y aura pas de session. Et en 2021, eh bien, ce sera lorsque les études ICPE seront faites par le groupe Pigeon, on vendra pour 777 000 euros. Ce qui portera au bilan financier de l'opération d'aménagement, on aura un montant de 13 millions d'euros. Voilà, rémunération de la société, bon voilà, de la LAD, en 2019 41 000, en 2020 38 000, ce qui fait qu'on les a rémunérés à hauteur de 1,4 million depuis le début de l'opération. Les participations, subventions et autres produits, je vais trop vite, non ? Ce sera au global. Oui, au global, c'est pas que de la rémunération. Si, mais jusqu'à la fin. Oui, sur les 18 ans. Oui, sur les 18 ans. 1,4 million, oui. Les participations aux subventions, en 2019, 212 000. Convention d'attribution d'une subvention en application des contrats territoriaux pour l'opération d'extension. On nous rappelle un point de vigilance. Un avenant de prolongation du contrat sera potentiellement à solliciter auprès de la région. Oui, là, c'est en fait C'est chiant. c'est l'ancien contrat territorial qui avait acté la subvention de la région sur ce projet, mais donc qui date depuis déjà les années 2010. Et donc, c'est ce contrat-là qui régente en fait les conditions de décaissement de la subvention. Donc, il fallait que la CELA prouve qu'il y avait tant de montants de travaux d'engagés, notamment sur tout ce qui était aménagement, pour pouvoir justifier du déclenchement et du décaissement des fonds de la région. Donc c'est pour ça que comme le délai des travaux, le début des travaux avait été décalé, puisque tant qu'on n'avait pas d'acheteurs potentiels, on n'avait pas commencé les travaux. Et donc on décale d'autant. C'est pour ça qu'un avenant de prolongation de ce contrat qui date déjà depuis quelques années sera sans doute nécessaire pour qu'on puisse aller jusqu'à la fin des montants prévus de subventions sur cette opération. Voilà.
Mais c'est les vieux contrats d'avant, du mandat, même pas précédent, celui encore d'avant. Ah quoi. oui, c'était 2008, 2008. Alors en trésorerie, pardon, en trésorerie, donc fin 2019, nous sommes à moins 196 000 et en prévisionnel 2020, moins 1 million. Et on dit qu'un point de vigilance est apporté sur la trésorerie et un nouvel emprunt pourrait être nécessaire en fonction de l'avancée de la commercialisation des îlots. Et là, on vous rappelle qu'en mars 2019, il y a 600 000 euros qui ont été contractés auprès du Crédit Agricole sur 8 ans. Et puis l'état financier de l'opération que je vous laisse bien volontiers consulter. Vous aviez tout ça dans votre dossier. Dans vos annexes. Et voilà, dernier slide, on nous dit que le bilan financier s'équilibre à hauteur de 14 608 000 et que la trésorerie, comme je viens de l'indiquer, de l'opération s'appuie sur un emprunt de 600 000 en 2019. Et puis là, on redit qu'il faudra probablement un nouvel emprunt, en fonction de la commercialisation des parcelles. Donc voilà pour le compte-rendu d'activité C'est pour ça aussi. de la zone. Juste pour compléter, c'est pour ça que On n'a pas seuls les voté, ça. travaux de voirie jusqu'à sauf la première tranche en fait, c'est pour ça que les travaux pour l'instant sont arrêtés là. Et dès que cette parcelle-là notamment est vendue, les marchés sont déjà attribués. On sait quelle est l'attributaire, donc il n'y a plus qu'à lancer le bon de commande pour la réalisation de cette voie-là. Donc on perdra pas trop de temps. Donc c'est pour ça qu'on s'était dit pour l'instant on s'arrête là et puis on attend de voir parce que ça sert à rien que la CELA engendre des frais sur lesquels ils vont devoir nous demander des garanties d'emprunt, etc. Donc il se passe rien. Vous avez des questions? Il s'agit de prendre acte. Voilà, merci. Point suivant. Vente d'une parcelle à Lauzeret, pardon. Alors, attendez que je reprenne mes... C'est ça. Merci Claire. Donc c'est une... Monsieur Letilly, qui représente la SCI 7 ou 7 Backyard, qui souhaite acquérir une parcelle sur le parc d'activité de Lauzeret. Donc on vous l'a identifié. C'est une parcelle, c'est sur la parcelle, une partie de la parcelle ZT 355 qui est en cours de division. On est en train de borner ça. 2125 mètres carrés sur les 2565 existants. Et on nous dit que la différence, les 440 mètres carrés, sur les documents d'urbanisme correspondent à un secteur classé en éléments paysagers. Donc, comment dirais-je, cette entreprise se propose de concevoir et commercialiser des studios et bureaux de jardin en panneaux de bois isolés, en polystyrène, menuiserie en PVC et alu, prêts à poser. Bon, il semblerait que ce soit très à la mode. C'est une entreprise qui serait distribuée, entre autres, par Leroy Merlin, donc une grande enseigne. Donc voilà. Donc il se propose d'acquérir ces 2125 mètres carrés au prix de 15 € le mètre carré hors taxe. Et puis la commission économique avait donné un avis favorable à cette acquisition. Avez-vous des questions par rapport à cette proposition d'acquisition de foncier sur la zone de Lauzeret? Il est bien précisé, effectivement, que la délibération deviendra caduque si la promesse de vente n'est pas signée avant le 1er juin 2021, oui. C'est important à préciser. Non, non, pas énormément. Peut-être préciser, je ne sais pas si tout le monde est au courant, en fait, comme c'est sur la première tranche, en fait, le prix n'est pas le même que... Oui. Ah oui, on est sur... Oui, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, Marie-Chantal, effectivement. Ça, on continue à commercialiser en Ouais. direct.
l'entreprise a plus de commerciaux, je pense, que de... D'autres questions? Écoutez, je vous propose de décider de vendre la surface déterminée par les documents de géomètre, donc division en cours de la parcelle ZT 355 située sur le parc d'activité de Lauzeray à la SCI 77 Backyard, ou toute société se substituant, de fixer le prix de vente à 15 € le mètre carré hors taxe et d'autoriser Madame la Présidente à signer l'acte de vente ainsi que tout document se rapportant à cette décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant. Lotissement de la Boulardière, donc vente d'une parcelle complémentaire à la SARL Damien Roussel. Nous lui avons déjà vendu un terrain. C'est une entreprise de plomberie, chauffage, climatisation qui est à Vey. Et donc, il souhaite construire un entrepôt de 200 mètres carrés. Mais pour optimiser l'accès de la parcelle, mais aussi l'aménagement à l'implantation de son bâtiment, il va faire plus grand qu'envisagé à l'origine, il propose d'acquérir, toujours à 15 € du mètre carré, une surface complémentaire estimée à 567 mètres carrés, constituée, vous devez le voir sur l'écran, d'une partie de la parcelle cadastrée ZT 347, bon, ça reste anecdotique puisque c'est 10 mètres carrés, et d'une partie de la parcelle cadastrée 349 pour 557 mètres carrés. Donc voilà, on a fait intervenir un géomètre. Donc c'est vrai, c'est un dossier qui est déjà venu devant vous, mais pour plus de commodité d'accès et d'implantation, il souhaite acquérir ces 567 mètres carrés supplémentaires. Donc la commission a également donné, la commission économique a donné un avis favorable. Avez-vous des questions? Là également, comme l'a dit la présidente tout à l'heure, la délibération devient caduque si la promesse de vente n'est pas signée avant le 1er juin 2021, ce qui évite de laisser traîner quelquefois des dossiers, parce qu'il y a des entreprises qui bloquent des lots comme ça, puis après qui se disent je suis tranquille, j'ai le temps de... Bon, ce qui peut nous faire rater des opportunités. Puis l'idée, bon, quand on se positionne sur un terrain, bon, c'est de l'acquérir dans des délais raisonnables. Avez-vous des questions? C'est-à-dire sur laquelle? Non, justement, tout cet aménagement-là a été vu pour que ça facilite l'accès à cette parcelle-là, toute la partie entre le vert là et l'entreprise David. Ça permettra d'avoir un accès direct à cette parcelle, à l'autre parcelle. La question, c'était est-ce qu'on proposait cette autre parcelle à la division? Mais on se disait que ça allait être compliqué de rediviser la parcelle, justement, celle à côté. Notamment par rapport aux voies d'accès, et plutôt de dire qu'on la vend d'un bloc, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Et il a déjà la partie... Il a déjà cette partie-là. Il a déjà la partie au centre. Donc il achète ça. Voilà, ça, ouais. Voilà, et ça nous permet d'avoir un accès clair à celle d'à côté. Voilà. Merci pour ces précisions. D'autres questions? Écoutez, je vous propose de décider de vendre la surface déterminée par les documents du géomètre division en cours des parcelles ZT 347 et ZT 349 situées sur le parc d'activité de Lauzeray à Puceul, à la SARL Damien Roussel ou toute société se substituant, de fixer le prix de vente à 15 € le mètre carré hors taxe et d'autoriser Madame la Présidente à signer l'acte de vente ainsi que tout document se rapportant à cette décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie et c'est avec un plaisir non dissimulé que je cède la parole à Thierry. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude pour ce marathon, mais je sais que tu es un adepte de ce sport-là. Donc, il y a longtemps. Bien, on va changer complètement de sujet parce que là, je vais vous parler du règlement intérieur de l'établissement d'accueil du jeune enfant, donc le AJE. Avant, on disait garderie, crèche, multi-accueil. Maintenant, c'est AJE. Mais comme je suis un passionné des sigles, ça tombe bien. Donc, ce règlement est voté chaque année parce qu'il y a 2 points
enfin un point qui est régulier, à savoir le tarif moyen, ce qu'on appelle le tarif fixe, qui est donc étudié chaque année avec l'aide de la CAF, bien sûr après avis de la CNAF, donc la Caisse nationale des allocations familiales, et puis la CAF, Caisse d'allocations familiales. Donc cette année se rajoute un deuxième point pour les mesures sanitaires. Donc les mesures sanitaires relatives à l'état d'urgence, puisqu'on a été obligé de gérer pas mal de choses cette année. Alors c'est résumé à 2 phrases. Conformément au guide ministériel Covid-19 en vigueur, les accueils se sont ajustés depuis mars 2020 pour respecter les gestes barrières et les mesures sanitaires qui protègent les enfants, les parents, les professionnels et tout autre intervenant en relation avec le public accueilli. L'ensemble des exigences est appliqué rigoureusement, ajusté et actualisé autant que de besoin. Ça nous permet, avec ces 2 phrases, d'éviter de mettre à la suite ou changer sans arrêt tous les protocoles qui nous arrivent régulièrement. Donc là, ça permet de résumer. Et sinon, bien sûr, ce règlement, ça c'était à la page 14. Sur ce règlement, bien sûr, il y a la participation financière des familles avec la PSU, prestation de service unique. Bien sûr, la manière de régler des parents, donc avec bien sûr le CESU, le chèque emploi service universel, le prélèvement automatique, etc. J'en passe, tout ça pour l'URSSAF. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Tout ça pour dire que le nouveau tarif proposé pour le tarif fixe pour l'année 2021 est fixé à 1,51 € par heure. Alors je ne vous dis pas comment il est calculé parce que ce sont des comptes très savants par les structures précédemment citées. 1,49 €. Donc vous voyez que quand même l'effort à la fois de la caisse d'allocation familiale, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de financement, y compris aussi au niveau de la mutualité sociale agricole, puisqu'il y a aussi pour les ressortissants du régime agricole, hein, bien évidemment, mais l'effort aussi de la collectivité. Je tiens quand même à le souligner, parce que vous imaginez bien qu'à 1,51 € de l'heure, même avec cette revalorisation, repas et couches comprises, oui, c'est important de le préciser. Oui, mais le tarif fixe comment est appliqué, notamment quand les ressources des familles ne sont pas connues, Tout à fait. parce que c'est l'aide sociale à l'enfance. Oui, mais quand même. C'est bien dans les cas particuliers. Sinon, il y a le taux d'effort qui se met qui est appliqué. Et donc là, il y a une grille complète aussi qui est très amusante à lire. Voilà, page 15, voilà. Ça vous dit. Voilà. Le coût, effectivement, de revient dans un établissement comme un établissement petite enfance n'est pas de 1,51 € de l'heure. Non, si vous voulez des tarifs de l'heure, par exemple, le plus bas est à 0,14 € et le plus haut à 3,09 €. Ça, c'est pour Nozay. À Safrey, c'est le plus bas 0,22 € et le plus haut 2,84 €. Donc, il y a quand même des savants calculs à faire tout le temps par rapport au taux d'effort. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou d'autres questions? Donc, sur ces 2 éléments à modifier pour le règlement intérieur 2021, donc, il vous est proposé d'approuver les modifications du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil de jeunes enfants communautaires, tel que ci-dessus énoncé, d'arrêter le nouveau règlement issu de ces modifications, et puis d'autoriser Madame la Présidente à signer tout document se rapportant à cette décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Thierry. Si tu veux bien passer le micro à Rémi. Je suis plus rapide que... Mais le sujet est moins clivant. Merci. Oui, donc en délibération du 1er juillet 2020, le Conseil communautaire avait donc désigné ses représentants au syndicat Atlantico. Donc on a 8 délégués titulaires, à savoir 2 pour Nozay qui a plus de 4000 habitants et 1 pour toutes les autres communes et 7 suppléants, donc un suppléant par commune. Le 19 janvier, monsieur le maire de la Grigonnet nous informait que madame Béatrice Coche, qui était déléguée titulaire pour sa commune, ne souhaitait plus faire partie de la commission territoriale. Donc, il est proposé que M. Stéphane Delanoë, conseiller municipal de la Grigonnet, la remplace. Donc, ce monsieur a été proposé par M. le maire de la Grigonnet.
Au vu de ces éléments, il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver la modification de la représentation de la communauté de communes de Nozay au sein de la commission territoriale de la région de Nord-sur-Erdre, instance du syndicat Atlantico, en ce qu'elle substitue la représentante titulaire de la commune de la Grigonnet, Madame Béatrice Coche, par Monsieur Stéphane Delanoë. Donc vous avez le tableau qui est modifié. Donc de notifier au syndicat Atlantico cette modification et d'autoriser Madame la Présidente à signer tout document se rapportant à cette décision. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc je recommence. Y a-t-il des abstentions? Des gens qui sont contre? Merci. Eh bien, merci à toi, Rémi, pour ce dernier point. Et puis, vous allez retrouver effectivement au dos de la dernière, sur la dernière page, l'ensemble des décisions que j'ai prises et puis l'ensemble des délibérations pour lesquelles vous aviez accordé la délégation au bureau. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de ce conseil communautaire. Merci pour votre attention. Merci pour votre confiance aussi, puisque finalement ce soir, tout a été délibéré à l'unanimité. Ça sera sans doute pas toujours le cas. Voilà. Et puis, bien, bonne fin de soirée. Une énième fois, sans partager un verre, sans... Voilà. Merci à Monsieur de Trogoff de nous avoir filmé, voilà, pour une première. Ça s'est bien passé. Bonne fin de soirée à vous tous.